Est-ce que vous avez lu ou bien vu les résultats de Microsoft récemment? Parce que franchement, à lire les titres, on pourrait croire que c'est plié. Azure bat les attentes, Copilot s'installe partout, les marges progressent, tout le monde est enthousiaste. Et je comprends pourquoi. Les chiffres sont bons, l'histoire est séduisante. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer ce que vous ne voyez pas quand vous lisez ces gros titres. Parce que derrière une belle histoire, il y a presque toujours des questions que personne ne pose. On y va. D'abord, pour qu'on soit tous sur la même page, commençons par savoir à peu près comment est-ce que Microsoft gagne de l'argent. Il y a trois grandes sources de revenus. La première, c'est Azure. C'est le service cloud de Microsoft. Concrètement, les entreprises lui louent de la puissance informatique à distance plutôt que de gérer leurs propres serveurs. La deuxième, c'est Microsoft 365. Word, Excel, Teams, Outlook, comment on appelle ça? Les entreprises, d'accord? Les entreprises paient ici Microsoft pour avoir accès à ces différents services-là via des abonnements. Donc, par exemple, ici, vous avez des éléments comme voilà, la suite Office qui est utilisée partout. Notamment quand vous êtes en entreprise, vous savez littéralement que ça va être utilisé de plus en plus, ou bien Excel, c'est incontournable. Parfois même, voilà, c'est par défaut de manière générale. Ça sera même étonnant de ne pas les retrouver en entreprise. Ici, on a des revenus stables, prévisibles et récurrents. La troisième, c'est Copilot, l'assistant IA que Microsoft intègre progressivement à tous ses produits et pour lequel les entreprises paient un supplément. Voilà la base. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le chiffre qui fait le plus parler, c'est la croissance d'Azure. Elle a dépassé les attentes des analystes. En langage d'investissement, on dit qu'elle a battu le consensus. Super. Mais voici la question que peu de gens se posent. Est-ce que cette accélération va durer? Parce qu'il y a deux types de croissance très différentes qui peuvent produire le même chiffre. Il y a la croissance structurelle, celle qui vient d'un mouvement de fond. Donc la migration des entreprises vers le cloud, par exemple, c'est un processus qui va durer encore des années. La majorité des entreprises dans le monde n'ont pas encore migré. Donc ce mouvement-là, il est réel et durable. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est structurel. Mais il y a aussi la croissance conjoncturelle, celle qui vient d'un moment d'enthousiasme particulier. Là, en ce moment, les entreprises dépensent massivement pour tester et déployer des outils d'intelligence artificielle. Cet enthousiasme génère une demande exceptionnelle pour les services d'Azure. Mais il ne peut pas rester à ce niveau indéfiniment. Ou bien, il ne peut pas rester à ce niveau d'intensité. Je dis bien intensité indéfiniment. OK? Donc, le problème ici, c'est que ces deux types de croissance donnent le même chiffre dans le rapport trimestriel. Si vous ne les distinguez pas, vous ne savez pas vraiment ce que vous achetez. Et j'aurais même pu citer la croissance par acquisition, mais limitons-nous juste à ce que nous voyons présentement. Ce qu'on va considérer comme croissance organique, mais en réalité, dans organique, il y a deux types de croissance. Soit elle est structurelle, soit il y a celle qui est plutôt ponctuelle et donc pourrait être considérée comme étant cyclique. Vous allez voir où je vais en venir, ne vous inquiétez pas. OK? Donc je disais ceci, c'est que le problème, c'est que ces deux types de croissance donnent le même chiffre dans le rapport trimestriel. Si vous ne les distinguez pas, vous ne savez pas vraiment ce que vous achetez. Maintenant, parlons d'OpenAI. Microsoft a investi massivement dans OpenAI, la société derrière ChatGPT. Et OpenAI utilise Azure pour faire tourner ses modèles. Ce partenariat génère des revenus importants pour Microsoft et il a été récemment renforcé avec des engagements supplémentaires sur Azure. En surface, c'est un avantage évident. Mais voilà ce que peu d'analyses mentionnent directement. Une portion significative du carnet de commandes futur d'Azure repose sur OpenAI comme client principal. En investissement, on appelle ça un risque de concentration. Ça signifie simplement qu'on dépend beaucoup d'un seul client. Et cette partie est très importante dans le sens où OpenAI aujourd'hui dépense pour bénéficier de la puissance de calcul de Microsoft, notamment via Azure. OK? Mais à long terme, c'est également un risque, dans le sens où c'est un gros client de Microsoft et OpenAI va avoir tendance à développer ses propres data centers. Ils l'ont déjà dit.
C'est pas quelque chose que j'invente. C'est même pas. Ils l'ont dit parce que la base de l'IA, oui, le meilleur modèle, etc. Mais à la fin, ça sera celui qui aura tendance à fournir un modèle euh, intéressant à bas coût. Donc, le rapport qualité-prix va être pris en considération. Et vous ne pouvez pas parler de coûts. Quand on parle de qualité-prix, il faut avoir des coûts de production les plus bas, notamment pour avoir tendance à bien se positionner par rapport au coût final du produit. OK? Or, si vous passez par un tiers ici pour pouvoir bénéficier de la puissance de calcul, à long terme, ça sera problématique parce que la tierce personne en question va avoir tendance également à augmenter ses prix. Je vous ai toujours dit une chose, on analyse une entreprise en fonction d'elle-même, donc sur le plan opérationnel, en fonction de ses concurrents, de ses clients et de ses fournisseurs. Ici, Microsoft est fournisseur d'OpenAI. Mais OpenAI, quand vous avez un fournisseur, quand vous avez un client qui aura tendance pas à devenir un concurrent, qui aura tendance à prendre son indépendance à long terme, donc à développer lui-même une solution en interne, c'est un risque qu'il faut prendre en considération aujourd'hui au niveau de l'évaluation. Je ne dis pas que ça va arriver demain, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. OK? Donc, je continue. Imaginez un artisan dont 40% du chiffre d'affaires vient d'un seul client. Tant que ce client est là et commande régulièrement, tout va bien. Mais si ce client ralentit, change de fournisseur ou traverse des difficultés financières, l'impact est immédiat. Pour Microsoft, si OpenAI réduit ses dépenses sur Azure ou diversifie son infrastructure vers d'autres fournisseurs, les chiffres en souffriraient directement. Ce n'est pas une certitude, mais c'est un risque structurel que le chiffre agrégé d'Azure ne rend pas visible. Troisième point, et celui-là, il est un peu technique, mais je vais vous l'expliquer simplement. Les marges opérationnelles de Microsoft ont progressé ce trimestre. Une marge, c'est la part de chaque euro de revenu que l'entreprise garde après avoir payé ses coûts. Plus c'est élevé, mieux c'est. Jusqu'ici, logique. Mais voilà ce qu'il faut savoir. Microsoft construit en ce moment des data centers gigantesques à travers le monde pour répondre à la demande en intelligence artificielle. Ces constructions coûtent des dizaines de milliards. Or, en comptabilité, ces dépenses ne sont pas enregistrées immédiatement comme des coûts dans le compte de résultats. Elles sont réparties sur plusieurs années. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Ce que ça veut dire concrètement, la vraie facture de ces investissements n'a pas encore pleinement frappé les résultats. Donc les marges semblent solides aujourd'hui, en partie parce que les charges futures ne sont pas encore arrivées. Dans les années à venir, ces amortissements vont progressivement peser sur la rentabilité. On n'est plus sur des business asset light. Enfin, ça déjà depuis longtemps avec la partie cloud. Mais il faut faire attention, est-ce que Microsoft pourra augmenter les prix? Parce que s'il y a une pression au niveau des prix, ça va être compliqué au niveau de la rentabilité. Attention, je n'ai pas envie de sonner ici alarmiste ou quoi que ce soit. Je suis actionnaire de Microsoft et vous connaissez mon slogan. Matin, midi, soir. Ça veut dire ici que jusqu'aujourd'hui, l'entreprise m'intéresse. Mais ça ne veut pas dire que je n'observe pas ce qui pourrait aller mal. Parce que demain, si ces différents scénarios se réalisent, je pourrais avoir tendance à réduire ma position. En tout cas, je les anticipe pleinement en date d'aujourd'hui et en fonction de ça, je choisis un prix auquel ça pourrait m'intéresser par rapport au risque actuel. OK? Donc, encore une fois, ce n'est pas scandaleux. C'est la mécanique normale de la comptabilité d'entreprise. Mais si vous regardez les marges actuellement sans comprendre ça, vous tirez une conclusion incomplète, les amis. C'est important de regarder le tableau dans son ensemble. Dernier point, l'avantage concurrentiel de Microsoft. Microsoft bénéficie de ce que Warren Buffett appelle un avantage concurrentiel. C'est l'ensemble des protections qui empêchent les concurrents d'attaquer facilement l'entreprise. Dans le cas de Microsoft, ce mot est bien réel. Quand une grande entreprise intègre Copilot dans ses outils quotidiens, forme ses équipes à l'utiliser et connecte ses données internes à l'écosystème Microsoft, elle ne va pas tout remplacer du jour au lendemain pour passer chez un concurrent. Le coût organisationnel serait trop élevé. Ces coûts de changement s'accumulent avec le temps et protègent Microsoft. Mais voici la question que l'investisseur rigoureux doit se poser. Ce mot est-il en train de se renforcer ou bien commence-t-il à s'éroder?
Si l'intelligence artificielle évolue de façon à rendre les outils de différents fournisseurs facilement interchangeables, une partie de cet avantage disparaît mécaniquement. Ce n'est pas inévitable, mais c'est un scénario suffisamment plausible pour mériter d'être considéré sérieusement. Alors, où est-ce qu'on en est? Microsoft est une excellente entreprise. La génération de cash flow est robuste. La base de clients en entreprise est immense et le positionnement sur l'IA est réel. Je ne suis pas en train de vous dire d'éviter le titre. Attention, je vous rappelle que je suis actionnaire. Et Microsoft représente une grosse part de mon portefeuille. Et quand je dis grosse part, ça dit que ça dépasse littéralement les 5%. Donc, je suis en train de vous dire quelque chose de différent. Je suis en train de vous dire que lire les gros titres et conclure que tout va bien n'est pas de l'analyse. Ou bien lire les gros titres et conclure que tout va mal, ce n'est pas de l'analyse. C'est de la lecture de presse. L'analyse, c'est distinguer la croissance durable de la croissance temporaire. C'est identifier les risques de concentration cachés derrière des métriques flatteuses. C'est comprendre la mécanique comptable qui peut embellir des résultats à court terme. C'est de se demander si un avantage compétitif progresse ou bien s'érode. Ces questions ne s'improvisent pas. Elles s'apprennent et elles requièrent une structure pour être posées de manière systématique à chaque entreprise que vous analysez. C'est exactement ce que le prompt Top Invest, d'où vient la croissance, donc intitulé D'où vient la croissance et où va-t-elle, c'est le nom du prompt. Donc ce prompt-là est conçu pour faire cela. D'accord? Donc, il vous force à décomposer la croissance d'une entreprise méthodiquement et à séparer ce qui est organique de ce qui est externe, ce qui est structurel de ce qui est cyclique. Et si vous voulez aller plus loin sur la solidité du mode, le mode tiendra-t-il vous guide à travers les scénarios adverses réalistes que personne ne veut modéliser quand la thèse paraît solide. Donc, parce que investir avec conviction, ce n'est pas croire à une belle histoire. C'est comprendre précisément pourquoi elle tient et surtout pour combien de temps. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez toutes les informations nécessaires pour la bibliothèque de prompts que vous allez retrouver dans le groupe School. C'est un prompt parmi tant d'autres. Et n'oubliez pas, pendant la période du mois de mai ici, nous allons avoir tendance à organiser des ateliers pour ceux qui détiennent la bibliothèque de prompts afin de pouvoir l'utiliser. Pas dans le sens où c'est inutile présentement, mais je vais vous montrer comment est-ce que moi je l'utilise pour bâtir une thèse d'investissement. Donc, ces prompts-là sont basés essentiellement sur les questions. Ça veut dire que quelles sont les bonnes questions qu'un investisseur doit se poser quand il analyse une entreprise? Et vous l'avez ici de manière automatique. Comme je l'ai dit, Group School, premier commentaire épinglé, vous ne pouvez pas le rater. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir également. Maintenant, on va passer à l'évaluation de Microsoft parce que je sais que c'est la partie qui vous intéresse normalement. Je vais aller assez rapidement ici parce que comme je l'ai toujours dit, Microsoft, c'est un beau dossier. Maintenant, on paye quoi? 20 fois les bénéfices? 25 fois les bénéfices? Bon, on va faire simple. Situons-nous à 20 fois les bénéfices. Quoique je pense que c'est une entreprise qui pourrait se négocier à 25 fois les bénéfices. À 20 fois les bénéfices, c'est 452 $ l'action. Techniquement, ce n'est pas une entreprise qui est endettée ici, elle n'a presque pas de dette. Donc, on peut le voir ici. Donc, je prends MSFT, ça donne 6, boum. Et donc, quand je fais ça, dette nette, de manière générale, ça donne combien? 33 milliards. Donc, quand on dit, 33 milliards, c'est beaucoup. 33 milliards, c'est beaucoup sur une entreprise. Bon, quoique les free cash flow aujourd'hui sont en baisse. Sur une entreprise qui génère à peu près 77 milliards de free cash flow. 33 milliards, c'est de la dette. Microsoft a toujours, ça fait à peu près, depuis 92, Microsoft n'a pas de dette. Elle a plutôt du cash net. C'est la première fois depuis cette année-là, depuis 1992, que Microsoft a de la dette nette. OK? Donc, c'est pas non plus alarmant. OK? Donc, elle a les moyens de financer cette croissance, littéralement. Et donc, aujourd'hui, combien de fois les bénéfices on paierait pour ce genre d'entreprise? On va aller rapidement. 20 fois les bénéfices, le niveau minimum. Donc 452 $ en price target. Mais moi, je pense que c'est une entreprise qui pourrait mériter 25 fois les bénéfices, tout simplement parce que vous avez des marges élevées, vous avez un pricing power. Donc, résultat, qui est le résultat ici des avantages concurrentiels que l'entreprise détient. J'ai bien dit des avantages, parce que le switching cost n'est qu'un avantage. Vous avez également l'effet de réseau, deuxième avantage. OK? Et une entreprise, bon, on pourrait également dire un intangible avec le pouvoir de la marque. Donc, entre 452
et 565 dollars. Donc, tant que l'entreprise se négocie en dessous, selon moi, des 565 dollars, ça pourrait être intéressant. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ici que Microsoft, sous-évalué? J'espère que le prix va continuer à baisser. Le prix de l'action, bien sûr, parce que ça reste une entreprise intéressante. Est-ce que ça vaut la peine qu'on parle du dividende? Mais non, parce que vous pourrez tirer la conclusion. Si on vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus d'ici 2028, je rappelle ici que c'est une entreprise assez prévisible. Ça donne un rendement sur coût de 5,41%. Aujourd'hui, c'est 0,86%. Donc, vous comprenez qu'il y a de fortes chances que ce dividende continue à augmenter. Et en réalité, elle distribue bien plus que ça, prenant en considération le shareholder yield, qui prend en considération le versement de dividendes, le rachat d'actions, le remboursement de la dette. Tous ces éléments-là sont importants. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, avec le rachat d'actions, le rendement est bien plus élevé que ça. En tout cas, comme je l'ai dit tantôt, parfois, c'est bien de distribuer des actions, de rembourser, de racheter les actions. Parfois, c'est mieux de payer un dividende. Tout dépend de la situation. Si une action est élevée, vaut mieux verser un dividende. Si le prix de l'action est basse et très peu élevé, vaut mieux racheter des actions. Il faut arbitrer entre les deux. Donc ici, Microsoft, il y a de grandes chances que le dividende continue à croître parce que le plafond de verre, il est à 5% pour le moment. En tout cas, en date d'aujourd'hui, c'est 3,78. Demain, vu que c'est un business prévisible, ça pourrait monter à peu près aux alentours ici des 5%. Mais on va continuer à observer la dépréciation amortissement parce qu'elle n'est pas juste, ce n'est plus une charge, voilà, c'est pas juste un artifice comptable parce que ce sont des business qui deviennent de plus en plus, comment on dit ça, asset heavy. Donc, c'est-à-dire que ce ne sont plus des business essentiellement asset light. OK? Donc, il faut observer cela, notamment au niveau de la dépréciation de ces actifs-là. Qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce que les entreprises disent? Qu'est-ce qu'ils mentionnent dans les bilans? Est-ce que ça fait partie de la norme dans le secteur d'activité? C'est un élément qu'on ne doit pas négliger. Je vous dis souvent que l'amortissement, la dépréciation amortissement, c'est votre CAPEX de maintenance à la base. Donc, ce n'est pas une charge non financière qu'on peut juste tendance à négliger. Non, 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 non. Il faut prendre cela en considération. Je n'ai pas envie de sonner alarmiste parce que, oui, je parle de Microsoft présentement, mais en réalité, ça devrait vous pousser à poser les mêmes questions pour d'autres entreprises. OK? Donc, cette vidéo est peut-être dédiée à Microsoft, mais j'ai choisi Microsoft juste pour parler de cet élément-là. C'est un élément à ne pas négliger, surtout dans ces entreprises qui sont à la qui font la course au data center, littéralement ici à l'expansion au niveau des data centers. Il ne faut pas négliger, notamment les GPU. La dépréciation de ces éléments-là, c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans, 1 an, même si le PDG pas le PDG, c'est le DG, de manière générale, parce que CEO, c'est pas PDG. CEO, ça veut dire directeur général. D'accord? PDG, c'est président, directeur, ça veut dire que tu es également président du conseil d'administration. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Donc, le directeur général ici, ou bien le CEO de Microsoft, de Amazon a mentionné qu'ils utilisent encore des GPU, des H100. Je pense que c'est ça, comme ça qu'on les appelle. Donc, ça veut dire qu'ils sont sortis il y a très longtemps. Et donc, ils les utilisent encore en date d'aujourd'hui parce que la demande est très élevée. Tellement élevée que ces GPU-là, techniquement, ils sont déjà amortis, mais ils sont encore en fonction. OK? Donc, je sais qu'il y a un débat qui fait rage en date d'aujourd'hui par rapport à la dépréciation, etc. Donc, j'aimerais également vous mentionner que oui, on peut déprécier sur plusieurs années. Ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Bref, on pourrait revenir sur cette thématique de la dépréciation-là parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. C'est un peu comme avec le rachat d'actions ou bien ce genre de choses. Je pense que ce sont des... Ou bien le ROIC. Pourquoi que le ROIC, on en a déjà parlé. Je vous ai déjà montré que c'est quelque chose qu'il faut avoir tendance à regarder. Pas juste le chiffre rond, mais surtout pourquoi il ressemble à ceci. Parce qu'il y a des entreprises qui ont un ROIC inférieur à 10% et qui ont des avantages concurrentiels énormes. OK? Bon, je vais m'arrêter là. Comme on l'a dit ici, l'entreprise est sous-évaluée selon moi en date d'aujourd'hui. Vous connaissez le principe matin, midi et soir. Thierry, tu n'es pas original. Je m'en fous, je n'ai pas besoin d'être original. J'achète ce qui est sous-évalué, mais surtout également quelque chose qui a un avantage concurrentiel élevé. Je n'espère pas faire du 100% en un an ou bien du 300% en un an avec Microsoft. Encore, ce n'est pas mon objectif. Moi, je cherche à faire du 15% en moyenne sur une longue période de temps. Et je pense que Microsoft est bien positionné pour vous proposer cela. C'est comme Amazon, c'est comme Meta, c'est comme...
alphabet. OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez en description la vidéo, le groupe School. Et dans le groupe School, vous allez retrouver ici la bibliothèque de prompt. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Surtout, laissez-moi savoir ceux qui ont une thèse à peu près contraire sur Microsoft. Donc, ceux qui sont pessimistes sur le sujet, laissez-moi savoir en commentaire. En tout cas, le débat, il est ouvert. OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. À la prochaine. Bye bye.